Le plus gros hack de l'histoire de la crypto a eu lieu la semaine dernière. L'exchange asiatique Bybit a été hacké pour un montant record de 1,460 milliard de dollars. On parle en tout de 500 000 Ethers, soit 0,4% de la supply d'Ethereum, plus que ce que possède Vitalik Buterin, fondateur d'Ethereum, ou même la fondation Ethereum elle-même. Derrière ce hack titanesque se cache le groupe de hackers nord-coréen Lazarus. Aux côtés de 3 experts, on va aujourd'hui revenir sur ce hack et voir ensemble ce que va devenir ce 1,460 milliard de dollars. J'accueille Rémi Dalize, ex-Head of Product sur la partie Hardware Wallet de Ledger, qui accompagne aujourd'hui des pros et des particuliers pour les aider à sécuriser leur crypto. Jonathan Ries, cofondateur de Blockchain Expert et analyste OSINT, au sein d'une grosse société de sécurité dans la blockchain. Et Tom Megati, enquêteur on-chain, que j'avais déjà reçu sur le podcast il y a un petit moment. Avant que l'épisode ne commence, abonnez-vous à la chaîne pour être notifié des prochaines vidéos. C'est parti pour cet épisode sur Bybit. Bon, salut à tous les trois. Pour commencer, avant même qu'on rappelle ce qui s'est passé, est-ce qu'on est tous d'accord pour dire que Bybit a merdé et que cet incident n'aurait jamais dû se produire avec un exchange de ce calibre? Il y a des endroits où il a merdé, oui, ça on peut le dire, c'est clair. Ouais. Après, Lazarus est très bon. Et les zones d'ombre. Partage partiellement, oui, ils ont merdé sur certains points. D'un autre côté, je pense qu'il faut quand même reconnaître que c'est quelque chose qui a été particulièrement bien orchestré. C'est difficile de leur jeter la pierre, quoi, quand même, à mon sens. Ok, bon, on va revenir sur ce qui s'est passé. Bah déjà, peut-être, est-ce qu'il y en a un de vous trois qui veut rappeler un peu les faits? Allez. Rémi. Rémi, tu nous as dit, Rémi, tu nous as dit que t'étais chaud là. Ouais, j'en ai fait une ce matin, mais non, mais en gros, le hack, pour vraiment résumer avant de rentrer dans le détail, parce qu'il y a des gens aussi qui sont plus experts que moi là-dessus, mais le hack, c'est la coordination en fait de faits, c'est la compromission en fait des ordinateurs de personnes qui sont signataires sur le cold wallet de Bybit. La transformation en gros avec une transaction qui paraît légitime de caractéristiques en fait du smart contract qui a permis en fait d'autoriser les hackers ensuite à vider les fonds. Et une des troisièmes caractéristiques, c'est le fait d'utiliser un dispositif multisig qui te permet en gros de faire ce qu'on appelle de la signature aveugle, c'est-à-dire que tu peux pas confronter ce que tu es en train de faire sur l'interface de ton PC, qui par ailleurs est du coup hacké, avec ce que tu as sur ton hardware wallet de façon contradictoire. Et donc la coordination de ces trois éléments, pour vraiment simplifier, fait que tu as 1,4 ou 1,5 milliard de dollars qui sont partis en fumée, enfin, ou en Corée. Merci pour le récap. Ouais, pour revenir un peu sur les faits, clairement, il y a ce qu'on appelle de l'ingénierie sociale, hein, c'est des techniques de manipulation psychologique utilisées par des attaquants pour tromper des individus ou des employés et soutirer des informations sensibles, ça peut être des mots de passe, l'accès à un système, des signatures de transaction. Et là, ce qui est fou, en fait, on parle même pas d'une attaque informatique dans le sens où ils ont hacké du code ou quoi que ce soit. C'est vraiment, ils ont hacké des gens. Pour rappel, hein, pour sortir, comme tu disais, des fonds du cold wallet de Bybit, c'est un peu peut-être, je sais pas si c'est l'ancienne, mais en tout cas, il y a une personne qui va initier la transaction et d'autres personnes qui vont la valider. Alors, ce qui est fou dans cette histoire, c'est qu'il y a quand même des personnes, enfin en tout cas, l'initiateur de la transaction, comment dire, il s'est un peu fié à son ordinateur et surtout en fait il a un ordinateur pro ou perso peu importe qui est pas dédié à cet usage qui est quand même ultra sensible hein, de signer des transactions, mais en fait il utilisait un ordinateur la vie de tous les jours pour réaliser la transaction et en fait l'adresse qui est apparue sur l'interface safe, hein, l'interface du multisig était pas la même que celle qui était sur la Ledger pour la bonne raison aussi que tu disais, il n'y a pas de il n'y avait pas la moyen de confronter parce qu'ils sont sur des vieilles Ledger, hein, des Nano S, corrigez-moi si je me trompe. Mais ouais, en fait, du coup alors oui, je te corrige. En fait, c'est pas le fait que ce soit un Nano S ou un Nano X dans ce cas-là. C'est vraiment le fait d'utiliser ce qu'on appelle la signature aveugle ou le blind signing. Tu l'as très bien dit. En gros, via l'ingénierie sociale, en fait, on a réussi, ou l'équipe a réussi en fait à identifier des personnes qui font partie d'un quorum de signataires. Et ces personnes, on ne sait pas si c'est tous leurs PC. Je ne sais pas si Jonathan, Tom, vous avez des infos, mais on ne sait pas si c'est tous les PC qui ont été infestés. Mais en fait, il suffit d'un PC infesté par le malware hein, qui en gros lui va montrer une opération qui paraît légitime sur l'écran du PC, mais en background, en arrière-plan, c'est une transaction qui, on va dire, est malveillante.
Et donc il suffit en fait que l'un des signataires qui initie la transaction, en gros signe la première pour que les autres, puisqu'il faut trois signatures pour valider la transaction, un seul PC contaminé suffit en gros à réaliser l'attaque. Et sur le hardware wallet, ce que tu vois, donc pour rappeler peut-être à ceux qui nous écoutent, en gros, Bybit utilise un cold wallet qui est sécurisé par la solution Safe. Donc ils ont un wallet qu'on va appeler comme un proxy, et puis derrière ils ont un smart contract qui est géré par Safe. Ce smart contract, tu lui donnes en fait des règles de dépenses ou de signature dans lesquelles tu dis pour une transaction donnée, je veux N personnes différentes qui vont signer pour que cette solution elle soit validée. Et en gros, la transaction pour être signée, elle part dans les hardware wallets des trois signataires. Et ces hardware wallets, aujourd'hui, ils n'ont pas ce qu'on appelle une fonctionnalité de clear signing. Ils l'ont, mais pas pour Safe et Bybit, qui permettrait en gros de voir tous les détails du contrat, de l'opération que les signataires sont en train en fait de signer. Donc c'est même pas qu'ils ont vu une bonne adresse ou pas, ça c'était bon sur leur écran, mais sur le hardware wallet, le mot technique que je vais utiliser, c'est que ce qu'ils voyaient c'est un hash. Un hash d'une transaction. Et donc du coup, tu vois, de caractères. Une succession de caractères. Donc c'est impossible à ce moment-là de valider sur ton écran les caractéristiques complètes en fait de la transaction. Tu vas en voir qu'une partie. Parce qu'il manque cette intégration entre Ledger et Safe en fait. Tout à fait. En fait, bon, pour avoir bossé chez Ledger, je peux le dire, et puis c'est public de toute façon. Ledger, en fait, c'est open source sur la partie application supportée sur les hardware wallets. Donc, ils ont un SDK, ils ont une plateforme qui permet en gros à des tiers, à tout l'écosystème, en gros, de venir soumettre des applications pour qu'elles soient supportées sur le device. Donc, le clear signing, c'est quelque chose qui est offert par Ledger par défaut via sa plateforme. Et ensuite, c'est aux tiers de venir utiliser cette plateforme pour développer des plugins qui permettront en gros à l'application, à ce plugin, de venir parser l'entièreté de la transaction initiée par Bybit via Safe. Et ça ne peut être fait que par la coordination de Ledger, Safe et Bybit, mais c'est Bybit et Safe en fait qui décident. Ledger est proactif là-dessus, mais ils n'ont pas la responsabilité de développer l'application qui va permettre de faire le clear signing de cette transaction. Et donc par défaut, aujourd'hui, tu as un opérateur qui gère, je sais pas, en volume peut-être, qui est le deuxième, troisième opérateur en volume de crypto, qui signe des transactions en blind signing en fait, tout simplement. Donc on peut sans voir ce qu'il signe. Et ce qui est fou, c'est que le troisième signataire quand même, c'était le CEO de Bybit, Benzu. Oui, tout à fait. Tout à fait. Tout à fait. Je me permets, Rémi a très bien résumé les aspects purement techniques de ce qui s'est passé. Mais si on remonte un petit peu, on est quand même dans un scénario clairement digne d'un film d'espionnage hollywoodien à gros budget. Parce que comme tu viens de le dire, Gary, même le CEO de Bybit s'est laissé avoir. Ce qu'il faut comprendre, c'est que des agents, je vais appeler ça comme ça, du groupe Lazarus sont infiltrés depuis vraisemblablement très longtemps au sein de Bybit, et qu'on se le dise, pas qu'au sein de Bybit d'ailleurs. Je pense qu'aujourd'hui, au-delà de l'aspect, encore une fois, purement technique, parce que n'importe qui, honnêtement, aurait pu se faire avoir dans ce cas. On s'est tombé sur Bybit, les chiffres sont colossaux. On rappelle 1,4 milliard de dollars, 400 000 Ethers et autres tokens. Mais voilà, là je pense que ça va vraiment créer quelque chose sur qui on embauche dans nos sociétés, dans nos boîtes. Comment on fait la due diligence par rapport à ces personnes, parce qu'on va pas se le cacher, mais depuis quelques années, voilà, tout le monde travaille en remote, à l'autre bout du monde. On peut aussi bien travailler pour une société américaine en étant en Inde, en Chine, je ne sais où, que dans une société
européenne. Aujourd'hui, ça va vraiment, je pense, créer une sorte de ouais, de précédent où ça va remettre quand même beaucoup plus de choses en question pour ce genre de société. Parce que aujourd'hui, des acteurs, et qu'on se le dise, Lazarus, contrairement à ce qu'on peut voir un petit peu sur les réseaux, c'est pas 3-4 gars, excusez-moi du terme, mais comme ça dans une salle. C'est véritablement, C'est une entreprise, hein. au-delà d'une entreprise, c'est une institution d'État. Je pense il faut avoir le courage de se le dire. Il y en a plein qui mettent des pincettes. Aujourd'hui, Lazarus est clairement, moi je le dis, le bras armé de la Corée du Nord. Et c'est des dizaines, voire des quinzaines d'agents qui sont derrière des postes d'ordinateur, infiltrés dans plusieurs sociétés. Certains font purement de l'OSINT, d'autres sont dédiés spécifiquement au fait de coder des malwares. Enfin voilà, c'est chacun a sa spécificité, sa spécialité, et on est vraiment sur, sur quelque chose de tentaculaire. Donc plus, je dirais que, encore une fois, cet aspect purement pécunier, il y a vraiment quand même d'autres choses à me semble-t-il venir considérer, parce que aujourd'hui c'est 1,4 milliard, mais demain, honnêtement, Lazarus a les moyens de faire beaucoup, beaucoup, beaucoup plus. Je Yes. pense. C'est ça, et puis ça, je pense qu'on peut ouais. même, je me permets, hein, mais on peut même aller un peu plus loin, parce que on voit un peu la marque de fabrique de Lazarus au cours de ces dernières années, sur les gros coups, c'est à chaque fois avec du social engineering. Il y a 2 ans, il me semble qu'on avait eu 3 gars de chez Lazarus qui avaient infiltré des boîtes des GAFAM aux États-Unis. Ça avait fait tout un fiasco, etc., mais ce qui est normal, hein, parce que c'était quand même royalement organisé. Et moi, ce que je trouve curieux, c'est qu'on n'a toujours pas d'indice de compromission, en fait. Comment les PC ont été compromis? Parce que finalement, en général, dans la cybersécurité, ce qui est fait sur LinkedIn et ce qui est fait par plein de gérants de cyber dans plein de boîtes dans le monde, c'est, voilà, on a ces indices de compromission, on a ces hash de tel truc, tel machin, qui ont hacké notre truc, et généralement, tous les gérants de cyber, tous les CEO de boîtes partagent publiquement l'indice de compromission en disant, voilà, il y a tel mot-clé, telle fonction, tel truc qui est dans le programme de Lazarus, faites-le signaler, et comme ça, toutes les boîtes dans le monde se passent le message et tout le monde signale le truc. Là, ça va faire plusieurs jours, on n'a toujours rien, donc moi je trouve ça curieux. Et aussi, du coup, la double problématique là-dedans, c'est que en général, quand on a un hack comme ça, du coup, directement en interne, on coupe les PC et on fait direct une investigation en forensique pour voir ce qui s'est passé. Et là, on a vu que, je sais pas, 4, 5 heures, 6 heures après, Fundar Saifu. Enfin, moi je suis pas Dieu, hein, mais je pense quand même que en 4 à 5 heures, de réussir à dire que tout le parc informatique est safe, que les fonds sont safe, ça relève quand même peut-être peut-être d'un manque d'humilité, je pense aussi quand même. Et c'est pour ça que c'est la consigne que moi j'ai donnée par exemple à ma communauté, de redire retirez tous vos fonds, parce que la méthode d'attaque qui a été utilisée peut être utilisée sur Solana, peut être utilisée sur plein de trucs. Donc pour l'instant on n'en sait rien. Même encore aujourd'hui, hein, enfin, je trouve qu'on est encore un peu tôt pour dire que c'est safe. Il va falloir encore regagner la confiance, je pense, des utilisateurs et, euh, et pas prendre ça à la légère, je pense, parce que quand même 1 milliard, on est sur enfin, il y a pas de précédent, quoi. Clairement, pour rappel, hein, le précédent hack le plus gros dans la crypto, c'était à peu près 600 millions. Alors, c'était déjà Lazarus avec le bridge Ronin et le jeu Axie Infinity. Mais c'est intéressant pour venir justement sur cette social engineering. En fait, de ce que je comprends, c'est qu'il y a un peu 2 moyens de faire ce qu'a fait Bybit. Le premier, c'est un peu une approche shotgun, c'est-à-dire cibler toutes les personnes haut placées chez Bybit qui pourraient être des potentiels signataires du multisig du cold wallet jusqu'à atteindre les bons, ou juste avoir un espèce de malware infiltré dans le réseau qui s'attache aux documents internes jusqu'à ce que ça se propage aux bonnes personnes. Ouais, ouais, je me permets, mais tout à fait. Je pense qu'il y aurait eu énormément de possibilités et de moyens de le faire, en toute honnêteté. Bon, là, le fait est que Lazarus a choisi celui-là, et ça va me permettre de rebondir un petit peu sur ce que vient de dire Tom. Et je rejoins 100% ses propos, parce que il a totalement raison. Mais il me semble qu'aujourd'hui, dans notre écosystème, on a été trop longtemps concentré et focus sur, on va dire, des problèmes de hack, mais purement techniques.
Ok, je parle, j'entends hack de smart contract, clairement. Voilà, voilà, il faut que mon smart contract soit audité, il faut que mon smart contract soit robuste, parce que effectivement, c'est là qu'est la value très souvent. C'est là que sont stockés les fonds. Donc, c'est sûr qu'il faut que ce soit robuste. Mais je pense que là, c'est une véritable démonstration que le le single point of failure, enfin, alors certains me diraient que pas du tout, mais moi je le considère un petit peu comme ça. C'est-à-dire que le in fine, la vraie problématique, ça reste et restera toujours l'humain derrière son ordinateur. Quand il y a un hack de smart contract, si on arrive à casser et à trouver un hack dans un smart contract, casser des lignes de code, c'est parce qu'à un moment donné, il y a un humain qui a derrière, quand il a codé le code, a mal fait quelque chose. Il y a quelque chose qui a pas été, où il y a une logique qui a mal été anticipée. Et bah, dans le cadre là vraiment purement du social engineering, on passe clairement, je dirais, un step au-dessus, dans le sens où c'est du travail. Enfin, on voit qu'ils sont pas pressés, ils prennent le temps. Ça mettra le temps que ça prendra le temps que ça prendra, mais in fine, ils arrivent bah, déjà à leur fin et à retirer enfin vraiment des sommes assez dingues, mais qui encore une fois ça aurait pu être vraiment bien pire. Si on rappelle aussi un petit peu, initialement, pourquoi ça s'est passé à ce moment-là, c'est parce que Bybit, si je ne dis pas de bêtises, Rémi, tu me corrigeras, mais il me semble que c'est ça, avait anticipé, devait déjà faire une migration, en fait, une migration d'un de ses wallets. Ok, c'est pour ça que les fonds, finalement, initialement, devaient les 1,4, 1,5 milliard devaient bouger de wallet. Donc on voit qu'ils étaient quand même hyper bien informés. Et, euh, et, euh, et ça, encore une fois, ça aurait pu être bien pire. Donc en fait, il faut vraiment prendre tous les aspects, et il va falloir aller aujourd'hui, peut-être pour ces entreprises dans la crypto, mais pas que, particulièrement dans notre écosystème, mais voilà, faire attention à ce qu'on diffuse sur internet, OK, je suis le CEO de telle boîte, et bah mon ordinateur, je le laisse pas ouvert sur un déplacement en train ou en avion, enfin vraiment Ouais. tout un tas de bonnes pratiques qu'il va falloir revoir, reprendre pour éviter ce genre de catastrophe par la suite. C'est pour ça, si je peux rebondir, Gary, mais rapidement, hein, c'est pour ça que quand au début tu nous demandais est-ce que Bybit a merdé ou pas, hein, pardonnez-moi le terme, mais en fait, on peut parler de sécurité des clés privées avec des hardware wallets ou des solutions institutionnelles, on peut parler de logique de smart contract plus ou moins robuste, on peut parler de social engineering et de personnes qui sont vulnérables parce qu'elles ne se rendent pas compte de ce qu'elles font. Mais là où j'ai l'impression, moi, que ces échanges continuent de fauter, pour pas redire un gros mot, c'est quelque chose que je maîtrise un peu moins, mais c'est toute la partie cybersécurité, hygiène numérique, formation des employés. C'est pas, moi, j'arrive pas à imaginer qu'un échange comme Bybit aujourd'hui, en soi, ça n'enlève rien au génie en fait de Lazarus, au fait que c'est méticuleux, que c'est militaire, que c'est organisé, qu'ils prennent du temps, mais tu vois, des PC offline, de la vigilance en interne, de l'hygiène numérique, ce que tu disais, toi, vraiment faire des vrais due diligence sur les employés en fait de la compagnie, etc., etc. Je veux dire, je crois que je sais même pas si c'est pas toi, Jonathan, qui l'a dit quelque part, ou enfin, ou de toi que j'ai eu l'information. Enfin, Bybit, ils ont 16 ou 17 milliards de trésorerie. Enfin, je veux dire, c'est pas une épicerie du coin à qui on demande de mettre une alarme Verisure ou quelque chose comme ça. Et donc, c'est en ça, je trouve que si les failles ont été exploitées, c'est pas uniquement parce que Lazarus sont géniaux, c'est aussi parce qu'il y a des manques en matière de principes de base. Je l'appelle cybersécurité, je devrais peut-être pas l'appeler comme ça, mais d'hygiène numérique quand on est une boîte en fait de cette taille-là, quoi. C'est ça qui me surprend encore.
Ouais, c'est vrai qu'on le disait juste avant, avoir un ordinateur dédié pour chaque signataire à cette opération, à ces opérations très sensibles. Enfin, ça me semble être la base. Du blind signing aussi, donc signature à l'aveugle, ça semble assez bizarre pour ce type d'opération. On parle d'une opération quand même en milliards où personne n'a vérifié si la transaction était correcte ou pas. Ouais, non, tout à fait. Et même si on va juste, si on, si on sort encore une fois même un tout petit peu du cadre vraiment purement de ces trois signataires. Alors, je ne travaille pas chez Bybit, mais je pense que ça doit quand même, mine de rien, se passer un petit peu comme ça. À mon avis, quand vous intégrez Bybit, je doute, je peux me tromper, et si c'est le cas, voilà, je doute que demain vous êtes employé chez Bybit, je pense qu'ils vous envoient, très certainement au bout d'une petite période, mais voilà, qu'ils vous envoient un ordinateur avec, j'espère, quelques principes de base, voilà, avec un Okta Verify par exemple, Verify pour faire du tout effet, j'en sais rien, mais je pense qu'ils vous envoient quand même un device, j'espère, que vous faites pas tout ça sur vos laptops, enfin, que ce ne sont pas les employés qui gardent leur... voilà, qui travaillent sur leur ordinateur perso, parce que là, il y aurait quand même, on partirait très loin. Donc, moi, je vais considérer le fait qu'on leur envoie un, un device, mais ce device, typiquement, devrait être bloqué. Aucun employé ne pourrait avoir le loisir d'aller sur Facebook. Ceux qui vont sur Telegram, je sais pas moi, le service communication marketing, qui eux doivent pour le coup aller sur Twitter, Telegram et autres réseaux sociaux. Ça doit être hyper verrouillé, hyper cadenassé, avec des autorisations très spécifiques, mais je dis une bêtise, Muriel qui fait la compta chez Bybit, jamais de la vie, avec son ordinateur professionnel, ne devrait avoir le loisir de se connecter sur des réseaux sociaux, sur des sites X, alors je dis X, pas pour voilà, pas pour encore que aussi d'ailleurs typiquement, mais voilà, il y a plein de choses qui devraient être revues. Je pense, j'ose espérer que c'est déjà en partie le cas. Si ça ne l'est pas, par contre, c'est compliqué. Après, il y a toujours le cas où effectivement chacun des signataires avait son propre ordinateur dans le meilleur des mondes dédié à ce type d'opération et que limite, comme vous le disiez, il y a enfin, le hack il provient aussi de personnes en interne et que ces personnes-là en interne auraient pu avoir un accès physique à ces ordinateurs pour implanter dedans un malware. Ah, alors, complètement. Alors, effectivement, c'est pas impossible. Alors, il me semble pas que ce soit le cas là, mais c'est pas impossible. En fait, la petite difficulté, je dirais peut-être qu'il y a en plus, c'est qu'il aurait fallu que ces personnes, je me mets à la place d'opérateurs du Lazarus, alors qui travaillent pour la Corée du Nord, mais qui effectivement sont pas forcément en Corée du Nord, hein. D'ailleurs, il y a peu de chances que tout le réseau Lazarus soit localisé là-bas, bien qu'encore une fois, on est quand même relativement peu d'éléments sur cet APT. Euh, alors je sais plus où est le siège de Bybit d'ailleurs, on a dit, Il mais est à Dubaï maintenant, il me semble. c'est à Enfin, Dubaï. UAE, ouais. Ça demande, ça demande quand même là, enfin, une sacrée logistique. Il faut se rendre à Dubaï, il faut potentiellement y aller en équipe à plusieurs, faire ce qu'on peut appeler une mission de red teaming, hein, dans le jargon de la cybersécurité. Donc il faut que les potentiels agents du Lazarus sur place, voilà, montrent patte blanche, voilà, on fait partie de l'entreprise, machin. C'est quand même, moi j'y crois pas trop, je pense pas, mais pour d'autres, si on sort vraiment de l'écosystème purement crypto et qu'on va sur des GAFAM, etc., c'est des boîtes qui ont un budget pour la cyber et notamment qui viennent tester leur résilience, donc aussi bien vraiment purement cybersécurité que physique, où là on fait donc ce que je viens de dire, des missions de red teaming avec des personnes qui vont venir, ouais, se faire passer, moi je sais pas, pour le livreur Amazon ou le livreur Uber Eats, voilà, qui va venir après aller se balader dans les bureaux, qui va choper un PC, brancher une clé USB, et voilà, ça c'est ça des missions de red teaming, mais très souvent ces grosses sociétés, toutes les sociétés du CAC 40, ils sont presque contraintes, je dirais, quelque part. Donc ces grosses boîtes le font. Je ne pense pas que ce soit encore suffisamment le cas dans notre écosystème.
Ok. D'ailleurs, pour rebondir sur ce que disait Rémi, ouais, sur les manquements, alors Rémi m'avait partagé en amont du call aussi un article de Rect, et c'est intéressant, il n'y avait pas eu de vérification interne, dans le sens où les attaquants ont réalisé quand même plusieurs tests 2 jours avant l'attaque réelle pour s'assurer que l'exploit fonctionnerait réellement. Et Bybit aurait pu détecter ces essais et enquêter avant que l'attaque n'ait lieu. Et le fait que ces tests n'aient pas déclenché d'alerte, ça montre aussi une faiblesse dans la surveillance des transactions suspectes au sein de Bybit. Non, mais c'est ce que je disais tout à l'heure, hein. C'est quand même bizarre que les indices de compromission n'ont jamais été partagés en fait. Même à l'heure aujourd'hui, on n'a toujours pas les indices de compromission qui ont été partagés par le CEO, quoi. C'est-à-dire que normalement c'est un standard dans l'industrie de partager tel programme avec telle fonction machin dans le PC qui attaque de telle manière le truc quand on télécharge tel truc. Enfin, je veux dire sur LinkedIn vous envoyez ça coule à flot et là c'est vrai que deux voire trois attaques rien et là ça attaque et on a toujours rien donc Ouais. c'est quand Tom même bizarre. franchement, ce qu'il dit est très très juste. Moi, je pense il y a vraiment un manquement dans notre écosystème qu'on est en train de combler depuis quand même quelques temps, mais on part de très loin. Mais jusqu'à présent, dans l'écosystème blockchain, dans le Web3, etc., on n'en avait rien à secouer de l'aspect cybersec, clairement. Mm. C'est Ouais, quelque mais chose, et donc, à mon sens, bon, à part quelques sociétés de boîtes très spécifiques, clairement Ledger, etc., voilà, Trésor, tout ça. Mais sinon, euh, on en avait absolument rien à faire. Et c'est d'ailleurs pour ça que peut-être que je suis pas pro régulation, mais que des choses comme Mika, mine de rien, viennent quand même mettre un cadre qui force les boîtes européennes justement à se confronter à se conformer justement à tout ça. Mais ce que dit Tom est très très juste. On part de beaucoup trop loin. Mais c'est peut-être aussi grâce à ce genre d'erreur que justement, voilà, on apprend et que aussi on avance step by step. Moi, juste Tom, par contre, si je peux te répondre sur un truc, c'est que moi, je suis sur des télégrammes où je pense qu'il y a certaines personnes qui ont justement des indicateurs de compromission, notamment des adresses IP. C'est comme ça qu'on a su que c'était des IP nord-coréennes. Donc on est sur du quasi 100% que ce soit de Lazarus, mais qui évite de les partager pour justement parce qu'on sait pas en fait où sont localisés ces agents. Et moi je suis certain que dans certains canaux Telegram euh, dont on est tous, il y a des agents potentiellement infiltrés et ça peut leur donner aussi des insights. Donc je pense qu'il y a aussi peut-être un petit peu de choses qu'on évite de transmettre pour éviter. Est-ce que c'est légitime ou pas? Ça, bon, j'en suis pas certain, mais. Ouais. Après, c'est ça. Et puis aussi, pour compléter ce que tu dis, ce qui est très vrai, c'est ce qu'on appelle aussi en cybersécurité l'effet de sécurité. C'est-à-dire que voilà, vous êtes une boîte, souvent le cas le plus fréquent, c'est vous êtes une boîte généralement dans l'industrie. Vous voyez toutes les attaques sur la cyber, etc. Et souvent, c'est des boîtes qui vont s'équiper de solutions on-premise, enfin, de solutions des bundles avec toute la solution à l'intérieur. Ils font appel à une boîte. Et en fait, parce qu'ils ont payé une solution comme ça, ils se pensent sécurisés. Mm. Et je pense que c'est un Ouais. peu ce qui se passe aussi dans tout l'univers crypto, parce que le gap technologique entre ma banque sur mon téléphone et l'utilisation de tout l'écosystème crypto avec la signature, la clé privée, est tellement compliqué que les gens inconsciemment se disent ah ben c'est bon, c'est sécurisé parce que j'utilise une technologie qui est sécurisée. Sauf que finalement, vu que la technologie est tellement sécurisée, la vulnérabilité elle est plus dans la technologie, mais dans l'humain. Après, les gars, moi, si j'osais mettre un pied un peu j'ai perdu l'expression, un pavé dans la mare, enfin, on parle quand même d'une boîte qui gère des milliards et des millions de transactions en fait chaque mois, enfin, des milliers de transactions chaque mois. Donc il y a les moyens de gérer son scaling justement, et donc du coup de faire appel à des audits, à faire des tests d'intrusion, en gros, je sais pas si Coinbase gère les choses de la même façon, je pense pas. Mais ce que je veux dire par là, c'est que franchement, si on prend du recul, hein, ok, il y a un super hack, etc., mais vous avez une boîte comme celle-ci qui gère sa sécurité avec un smart contract, un safe,
des hardware wallets en blind signing. Et donc, bon, moi, je suis pro self-custody, je suis pro utilisation de hardware wallet, mais je veux dire, à un moment, pourquoi une boîte qui génère autant de profit fait l'économie en fait d'une solution institutionnelle, tu vois? Qu'est-ce qui, je Du veux type pas Fireblocks ou Copper ou du type Defense ou whatever. Fireblocks, du type Copper, du type Ledger Enterprise, du type, enfin une solution qui va permettre en gros à une institution de gérer des fonds en fait avec un niveau de sécurité enfin prévu pour ça. Ce que je veux, j'ai peur d'aller un peu trop loin, mais c'est presque un peu une solution. Je sais que c'est de l'EVM et qu'ils ont besoin d'un safe. Pourquoi ils iraient payer une solution s'ils peuvent le faire avec 3 ledgers ou 10 trésors? Mais quand même, quoi. Je veux dire, ça me paraît quand même un peu naïf de dire, ok, ce système de sécurité est suffisant et après, ben, je peux pas préjuger, comme disait Jonathan, qu'ils aient pas mis en place des choses au niveau cybersécurité, mais juste sans parler du niveau cybersécurité, la partie sécurité des clés privées purement, ou en tout cas du smart contract. Ok, c'est super, safe, hein, mais est-ce que c'est fait? Est-ce qu'une boîte doit gérer sa sécurité avec un safe et des hardware wallets en blind signing? C'est juste parce que et moi je pense pas. Mais après et je suis pro hardware wallet et self custody. Mais on parle d'une boîte, on parle d'une institution potentiellement. Ouais, complètement d'accord. Bah, c'est vrai que, surtout avec les solutions actuelles du marché, ça paraît un peu. Bah, elle coûte quelque chose. Mais je veux dire. Oui, mais voilà, bah, après, voilà, c'est 0, peut-être 1%, à 0,01% peut-être du montant du hack. Mais alors, et d'ailleurs, enfin, pour continuer, comble du timing, hein, Bybit était sur liste noire de l'autorité des marchés financiers jusqu'à une semaine avant le hack. Ça, c'est quand même assez cocasse. Bon, moi, je pense que là, ils sont peut-être partis pour le rester. On verra comment ça évolue, mais c'est assez marrant comment parfois le timing peut être joueur. Ah ben oui, là c'est mauvais timing. Je sais pas quel est l'impact pour les épargnants français parce que je me rappelle plus quelles étaient les limitations en étant sur liste noire. Mais ouais, mais alors juste d'ailleurs pour les épargnants français, corrigez-moi si je me trompe, mais depuis le 2 août dernier, en fait, Bybit avait fermé pour les citoyens français au trading, que ce soit spot et futur. Il me semble que ça n'avait toujours pas réouvert. Donc a priori, normalement, les citoyens français n'avaient pas de fonds sur Bybit. Ouais, tout à fait. Il me semble que, enfin, c'est ça, Gary. Ça fait un petit moment qu'en France, effectivement, Bybit était shut down. Enfin, on y avait théoriquement plus accès. Après, alors, Même au niveau des wallets, hein, il me semble que les citoyens français devaient avoir retiré leurs fonds de leur wallet, si je dis ouais, pas de ouais, bêtises. tout à fait. Donc, Ouais, effectivement. Et je crois que là, ils ont couvert, enfin, si je dis pas de bêtises, bon, il faudrait que je revérifie, mais ils ont couvert l'intégralité des pertes. Donc, ouais. il y a quand même quelque chose, moi, que je trouve plutôt bien dans dans cette tragédie, quelque part, c'est que il y a quand même eu une réaction de l'écosystème qui a été enfin assez dingue. Enfin, franchement, pour avoir c'est une première. Hein. ouais, Enfin, c'est je clairement sais pas de quel écosystème tu parles, mais si c'est non, mais celui enfin, auquel je pense. pour la crypto, enfin, il y a clairement eu une réaction de tous les acteurs, les grands acteurs de la sécurité, c'est qui tout de suite est venu faire blog. Voilà, de toute façon, tous les trois, enfin, je pense qu'on a été très 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 sollicité, voilà, ces derniers jours, mais enfin, à partir du moment où Zach a effectivement donné l'alerte, hein, parce que c'est Zach XBT, hein, qui a donné l'alerte. Enfin, alors certains ont eu des petits, il y a eu des petits échos comme quoi il se passait des choses bizarres une dizaine de minutes avant que. Je pense que Tom, toi aussi, tu as dû avoir les insights, mais une dizaine de minutes, Moi, 10-15 je minutes l'avais, avant que. bah, moi, je l'avais, en fait, j'ai deux solutions. Moi, j'ai Zach XBT sur lequel je suis sur Telegram. Et j'ai une autre solution que j'utilise. Et en fait, je l'avais vu direct. Parce qu'en fait, on avait vu direct que la transaction était pas normale. Ça Ouais, sortait d'un autre wallet qui était pas le wallet chaud. Je crois qu'en fait, ils voulaient mettre les wallets du froid vers le chaud. Oui. Bybit. C'est là qu'ils se sont fait poutrer. Et en fait, du coup, on a vu ça. On s'est dit, tiens, c'est bizarre. 1 milliard qui sort d'une adresse comme ça. Et c'était pas tagué comme Bybit. oui, Et du coup, on a oui, regardé, etc. Et quand on a vu les fonds après qu'on bougeait direct, on s'est dit putain, c'est bizarre. Et là, Zach XBT a publié, c'était sûr. ouais. Mais vu qu'ils avaient annoncé une migration 48 heures avant,
parce que je vois effectivement de quoi tu parles. Alors même si effectivement passer de cold à hot, c'est vrai que c'est un peu bizarre, mais il y en a que ça a moins alerté qu'à partir du moment où Zach a véritablement dit ouais ok c'est avéré, c'est tac c'est parti. Mais effectivement il y a quand même eu un gros bloc de, de la Bah, c'était communauté. c'était une c'était une adresse Ethereum vierge. Donc à partir de là, Ah oui c'est vrai oui. c'est ch- c'est Ouais c'est ça comment il m'a fait tilter en fait, c'est ouais c'est que vrai. a priori si tu envoies tes fonds déjà t'annonces une migration, tu vois normalement l'adresse de destination qui est une adresse qui a au moins un peu d'historique quoi. Je veux Mm. dire, C'est vrai. généralement les exchanges, enfin moi j'ai beaucoup traqué Binance pendant un temps pour comprendre comment ça marchait. Et généralement, quand ils envoient d'un call vers le hot, ils renvoient vers un call enfin, un hot wallet qui a déjà Mm. utilisé, et même s'il y a eu que 10K, 15K, voilà, le truc est à peu près utilisé. Donc là, c'était vraiment vierge de chez vierge, transaction comme ça en un bloc direct. On s'est dit, tiens, c'est quand même bizarre, c'est quand même pas normal, quoi. Et Est-ce puis en plus de ça, que il y a aussi un double effet, c'est que tout à l'heure, on a parlé de la cybersécurité, on a parlé, enfin, Rémi a parlé très justement de tout ce qui est euh, un peu infrastructure de la sécurisation des fonds. Mais il y a aussi un autre point auquel on peut parler, c'est aussi tout ce qui est batch. On dit à tous les débutants, quand vous avez beaucoup d'argent, envoyez pas tout d'un coup. On dit, faites Ouais des batchs, vous clairement. envoyez des paquets, des petits paquets pour voir un peu ce qui Clairement. passe. Là, les mecs, ils envoient 1,4 milliard comme ça, C'est vrai. en ah, mais espérant que. là c'est Pour- pardon. Ouais, non, vas-y, enfin, moi, ce que j'avais en tête, c'est que finalement, ils ont juste fait cette transaction qui a permis, en fait, de donner l'accord à un smart contract. Après, c'est le smart contract qui a drainé dans les fonds du cold wallet, il me semble, non? Ah, d'accord, j'avais pas cette info. Oui, c'est ça. Ok, En ouais, c'est fait, possible. l'histoire de la migration, je pense que c'est le cas, mais je ne sais pas s'ils avaient prévu de migrer 1,5 milliard ou si c'est juste qu'en gros, ils sont, c'est pas les agents de Bybit qui ont initié une opération de 1,5 de 400 millettes. C'est plutôt le smart contract malicieux qui avait les mains en fait sur le wallet qui les a juste vidés complètement. Donc le batch, tu as raison. Est-ce qu'ils avaient prévu une migration aussi grosse ou est-ce que c'était un transfert de fonds? C'est pas incohérent que le cold réalimente le hot. Le hot, c'est celui qui gère la liquidité de l'échange. Après, est-ce que c'était prévu dans ces montants-là? Je sais pas. Mais je voulais rajouter un truc, parce que quand tu disais l'écosystème, effectivement, tu parlais de toutes les personnes qui font du tracing, XBT, puis vous en faites partie, en fait, faites partie de ce même écosystème. Moi, là où je trouve que c'est intéressant, en termes de première aussi, c'est qu'il y a forcément, il y a eu un bank run, parce qu'en fait, il y a énormément de gens qui ont retiré leurs fonds de la plateforme. Tu le disais au début, Gary, je crois, de la vidéo, du podcast, qu'ils honoraient, je sais pas si tu le disais là ou si je l'ai vu sur BFM TV, je me rappelle plus, mais en gros que 70% étaient honorés dans les temps et qu'ensuite il y avait un petit peu de lenteur, mais ce qui est quand même fou, et pour moi je trouve que c'est une première, c'est on a un hack, que je veux dire, un échange, enfin on a des échanges qui prêtent très rapidement à un échange pour éviter justement en fait un bank run qui peut entraîner en fait une crise beaucoup plus importante et que le marché en fait se chauffe encore plus. Je ne sais pas si Clairement. la baisse de Bitcoin et d'Ethereum aujourd'hui c'est lié à ça, si c'est un contre-coup, mais ce qui est quand même fou, c'est que les échanges est prêté aussi rapidement. Et donc là, on peut aussi se poser, pas des questions, mais moi je trouve que c'est une première. Et on peut se On a eu demander, ça enfin, je peux faire le parallèle avec la TradFi, mais quand il y a eu le Crédit Suisse, je crois que c'était UBS, quand il y a eu le ouais, Crédit Suisse qui s'est cassé la gueule, bah, ouais, direct, toutes les banques suisses ont accouru en disant attention, comment ouais, on fait, machin truc. Et je pense qu'en fait, ouais. dans ces sphères-là, il y a tellement de fric, Ouais. c'est tellement, tout le monde est tellement Mais, soudé entre eux que UBS a dû être obligé de racheter. Alors, je sais plus comment ça s'est passé en Suisse, etc., mais il était obligé de racheter le truc sous l'impulsion du gouvernement suisse pour éviter que oui, justement tout se pète la gueule. Et je pense que c'est ce que tu décris mais absolument très bien, parce que Rémi, là, c'est tu as que effectivement, parce que tu as un risque systémique, tu vois, mais là, dans les échanges, tu as certainement également un risque systémique. Mais je sais pas, on peut extrapoler quoi, tu vois. Il fallait pas que ce hack est une vague en fait qui le rattrape et qui tâche en fait le reste de l'écosystème et le reste des échanges. Donc je pense qu'on est aussi dans une nouvelle ère
où en gros, est-ce que c'est de la solidarité parce que on va pas le laisser souffrir d'un bank run, ou est-ce que c'est parce que maintenant la crypto commence à être un peu institutionnalisée? Est-ce que c'est parce que il y a une stratégie de se dire on est capable d'être un système robuste même s'il peut être systémique, même si donc enfin je ne sais pas, je sais pas en gros développer davantage que ça, mais je crois que c'est une première en fait. Je pense que c'est une première, quoi. Ouais, carrément. Bah, c'est vrai que ils ont comblé leur trou de 500 000 Ethers via plusieurs moyens, hein. C'était de l'OTC, donc du gré à gré. Ils ont racheté des Ethers sur des exchanges centralisés et décentralisés. Et donc, comme tu disais, hein, ils sont fait prêter des Ethers par des exchanges type BitGet et Binance. Et c'est marrant parce que aujourd'hui, donc on est mardi 25 février, ils ont remboursé leur prêt à BitGet. Et comme par hasard, je sais pas, mais il y a une bonne correction aujourd'hui, hein. Marché est passé de 2007 à 2003, je crois, pour l'Ether. Et donc, finalement, ça leur a permis de racheter des Ethers moins chers. Alors, est-ce qu'il y a une corrélation ou pas? Chacun aura sa théorie sur le sujet. Mais en tout cas, ils ont déjà remboursé une partie de la dette envers BitGet. Et c'est vrai que là, la correction, ça fait un peu leurs affaires à Bybit. Certainement. Bah, BitGet aussi, hein, parce que du coup, ça veut dire que ils ont fait Oui. un prêt à la Complètement. hausse pour faire Ouais. un achat plus bas. Donc en fait, c'est BitGet le grand gagnant, je pense, hein. Ouais, non, en tout cas, voilà. Pour venir sur la trésorerie d'ailleurs, est-ce qu'on est sûr à 100% et que Bybit a la trésorerie pour combler ce trou de 1,4 milliard? Alors, il me semble, à vérifier, mais je suis quasi sûr de moi que Haken, la société Haken de cybersécurité que vous devez connaître, avait audité leur fonds de réserve. Donc, théoriquement, alors les chiffres sont encore une fois à les vérifier, il me semble qu'ils avaient entre 16 et 17 milliards En trésorerie. en trésor, enfin en vraiment en fonds, ouais, en fonds de réserve pour potentiellement pallier à ce genre de choses. Donc voilà, ils étaient théoriquement ils étaient plutôt bien, mais à aller quand même aller quand même double checker. Mais Haken avait fait une audit là-dessus. Ouais. Ok. Je Je voudrais crois maintenant, qu'il y a les un gars, post de... Vas-y. Il y a juste, je crois qu'un post de Arkham Intelligence qui a posté la solvabilité de Bybit et je crois que c'est bon. Faudra Ok. voir sur Twitter, mais je crois qu'ils ont posté. Ouais, je voudrais qu'on parle, les gars, de ce que sont devenus les fonds. Donc là, les fonds sont partis. Alors, c'est vrai que quand les fonds sont sortis, une technique, ça aurait pu être de les dumper, on va dire, le plus rapidement possible sur des exchanges centralisés. Ensuite, donc, ces fonds, de ce que je comprends, c'est qu'ils ont été répartis sur d'abord une cinquantaine d'adresses qui après ont été splitées sur plusieurs autres adresses et que là, il y a différentes techniques. Alors, déjà, de ce que je comprends, c'est que le groupe Lazarus, il négocie pas, il ne rentre jamais les fonds. On parlait de rumeurs, d'échanges, enfin d'accords entre la Corée du Nord et les États-Unis. Je pense que ça, c'est clairement à exclure, après, sauf vraiment grosse surprise, mais a priori, ils rentrent jamais les fonds et ils négocient pas. Un exemple, c'est en 2022, Chain Analysis avait trouvé que Lazarus, ils avaient donc toujours 55 millions en dollars d'un hack qui avait été survenu 6 ans plus tôt, et qu'en fait, voilà, ils sont prêts à détenir les fonds pendant des années, ça pose pas de problème. Et la question que j'ai pour vous, c'est qu'est-ce que sont devenus les fonds, qu'est-ce qu'ils vont devenir? On parle de blanchiment via Pump Fund, via la création de memcoin, de mixers comme EXCH, d'exchanges anonymes sur lesquels Alors, les fonds vont être passés en BTC. EXCH, pardon, c'est pas un mixeur Oui, mais à proprement parler. Bon, il est vrai que c'est très souvent utilisé tout comme, mais c'est Un échange, quoi. un exchange sans KYC. On va Voilà. le résumer comme ça. Ouais, appelons ça un exchange anonyme. Ouais, mais c'est pas tout à fait quand même la même chose que pour le coup qu'un mixeur. Ça mixeur. Mais fonctionne pas. effectivement, Ouais. il y a, en fait, là, la vraie problématique, mais bon, Tom, je pense pourra développer, mais la vraie problématique, si tant est que c'en soit vraiment une pour le Lazarus, mais ça va être effectivement de blanchir ces fonds, parce que dans les mixeurs, ça va être compliqué alors déjà de tout faire d'un coup, c'est impossible parce il faut la liquidité aussi à un moment donné pour ressortir tout ça. Donc là pour l'instant, ce que fait la Lazarus, et c'est une technique qu'ils ont inventée d'ailleurs, ça s'appelle le peeling, c'est-à-dire qu'ils bougent énormément les fonds et ils font énormément très souvent ce qu'on voit sur les fund flows, c'est qu'il y a
1 million qui part sur un wallet, 100 000 dollars qui part sur un autre. Et en fait, à chaque fois, ils font ça. C'est ce qu'on appelle du peeling. Bah, déjà pour rendre la track, si je puis dire, beaucoup plus difficile, pour passer sous les radars aussi de tous les outils de monitoring. Et on le voit là, de toute façon sur les réseaux, hein, sur les réseaux sociaux. Chain Analysis notamment publie les fund flows de l'attaque. Enfin, c'est démentiel. Honnêtement, il y a il y a des milliers d'adresses. C'est vraiment colossal. Donc effectivement, ils ont commencé à passer du coup par des mixeurs, mais sur des sommes qui sont relativement dérisoires compte tenu de ce qu'ils ont de ce qu'ils ont volé. Je les ai pas exactement, mais quelques centaines de milliers de dollars. Enfin, c'est quand même, voilà, c'est ridicule. Ils sont passés effectivement aussi par EXCH, mais pareil sur des proportions qui sont vraiment quasi nulles. Mais par contre, effectivement, là, la nouveauté entre guillemets, je dis entre guillemets parce que en tout cas c'est la première fois, il me semble que Lazarus l'exploite, c'est que ils blanchissent des fonds via Pump.Fund, notamment sur Solana, où en fait ils viennent créer un token un tout bidon qui se retrouve en 10 minutes avec 20 millions avec 20 millions de TVL, et hop tac, ils ressortent ça. Et c'est en tout cas pour l'instant les méthodes qu'on voit. Ce qu'il faut aussi comprendre, c'est que, encore une fois, on parle potentiellement d'une institution, enfin d'un État, là, dans le cadre de Lazarus. Ils sont pas pressés de leur retirer cet argent, hein. Très souvent, effectivement, aussi, le modus operandi, c'est que Lazarus bascule tout, en tout cas beaucoup, en Bitcoin. Ils ont plutôt tendance à capitaliser sur du Bitcoin. Donc il va falloir effectivement qui bridge tout ça. Mais voilà, ils sont pas pressés, et je suis pas sûr que le but premier, mais on est dans l'hypothétique, ce soit demain d'aller littéralement retirer ce milliard. Et effectivement, comme tu le soulignais, Gary, Lazarus, à ma connaissance, ne négocie pas. Et honnêtement, pourquoi il le ferait? Un hacker ou un petit groupe de hackers comme ça dans son garage, voilà, dès qu'il commence à avoir un petit peu de monde sur le dos, bon bah ok, on a peur, allez, on vient négocier. Objectivement, là, je vois pas trop. Mais c'était le cas du hacker de Poly Network, à 600 millions. Je Ouais, crois que lui, il s'est rendu compte que les USDT, ou enfin, ils étaient teintés, quoi. Et en gros, il s'est dit non, bon, c'est trop c'est pour trop lourd à moi, porter, ouais. je les rends. Et il a quand même. Enfin, après, est-ce qu'il s'est retourné en disant je voulais juste me prouver quelque chose, ou prouver quelque chose? Bon, ça, on n'en sait pas, mais en général, les hackers rendent pas de toute façon l'argent, quoi. Et pourquoi ils le feraient? Enfin, c'est. Surtout dans des groupes comme ça, qui sont vraiment chevronnés, encore une fois, potentiellement des institutions d'État, bon voilà. Mais, euh, mais effectivement, je pense que le blanchiment est en plus de plus en plus difficile, de par des professions comme les nôtres qui sont de plus en plus, enfin voilà, qui se développent de plus en plus, de par les outils aussi, qui se développent de plus en plus. Donc, Et le côté curieux centralisé aussi, peut-être. Le côté centralisé, tu vois, des stablecoins type aussi, USDT, USDC, ouais, bien sûr, voilà, qui peuvent geler tout à simplement fait. des tokens. Et aussi, même des DEX qui pourraient très bien dire, OK, j'accepte pas peut-être les Ethers de telle wallet. Ouais, bien sûr, tout à fait. Mais encore une fois, ils ont le temps. Moi, je pense qu'il y a de plus en plus de, justement, alors c'est déjà le cas, et je sais pas en quelle proportion, mais ils vont bridge de plus en plus sur Bitcoin. Clairement, moi, Hmm. je le vois bien comme ça là dans les prochaines semaines. Moi aussi, parce que ça va prendre du temps. Ils vont faire ça tout gentiment, tout tranquillement. Et puis ils vont retirer ça au compte-gouttes dès que ça va commencer, peut-être d'ici quelques années, à passer sous les radars. Je dis passer sous les radars dans le sens où peut-être qu'on sera moins vigilant voilà, sur des petites transactions qui peuvent être retirées via un exchange Oui. en Bitcoin, hein. Je dis peut-être, je mets du conditionnel.
Tu peux imaginer, mais là, encore une fois, c'est moitié film, moitié réalité sur du blanchiment ou de l'envoi de fonds en Asie ou des choses comme ça. En fait, c'est pas inimaginable qu'ils aient des tas de petites mains qui vont faire alors des microtransactions en regard du montant hacké, mais des 1000, 2000, 3000, 4000. Tu vois, des comptes de mules, enfin des personnes en gros qui sont payées pour recevoir un bitcoin et ensuite le transformer en une monnaie X ou Y ou je ne sais pas, parce que ça passera en fait sous les radars et c'est l'effet volume de personnes qui font ça qui font qu'ils peuvent reconstituer un pactole. Ça me choquerait pas puisque ça existe Ça existe déjà. déjà Mm. dans d'autres façons de faire sur des marchés qui sont pas des marchés crypto mais qui sont du fiat et des petites mains, quoi. Donc, et si tu as beaucoup de petites mains, bah, à la fin, tu peux récupérer quand même un gros magot, quoi. Après, je pense quand Yes. même que pour moi, la voie d'or pour eux, ça va être l'exchange. Parce que Ouais. Ouais. c'est clairement la voie d'or en fait. Parce que là, encore, je pense que s'ils avaient 50-60 millions, bon, ils se feraient pas chier. Mais là, pour 1,4 milliard, je suis quasiment certain qu'ils vont sortir un exchange. Pendant 6-5 mois, les fonds qui vont aller vers l'exchange, ce sera des trucs legit, etc. Parce que ils savent que derrière, ils ont un backup de 1,5, voire même plus. Enfin, en termes de somme, c'est monstrueux. Et Tu veux puis dire voilà. créer un Après, ils exchange? vont dire, Excuse-moi, Dom. ah oui, absolument. Ah, je suis quasiment sûr que c'est Ah, la voie qu'ils vont prendre. Créer un exchange. C'est juste en fait. Ah ouais, ouais, clairement. Je pense que c'est ce qu'ils vont faire en fait. Ah Parce ouais. que il n'y a pas beaucoup d'exchanges en Asie. Enfin, enfin, beaucoup en Chine, etc. Mais dans toute l'Asie qui ont une influence grande dans l'Asie, à part BitGet, enfin, BitGet et Bybit, qui sont les deux, je crois, plus gros. BitGet, je crois qu'ils sont en Asie. Corrigez-moi si je me trompe. Mais je pense qu'en fait, c'est juste la suite logique, en fait. Parce que quand on voit la taille des attaques, les moyens informatiques qu'ils ont, finalement, développer un exchange, je pense que c'est pas finalement le truc le plus compliqué, quoi. tu veux dire Donc, développer un exchange légit et leur mettre en trésor des cryptos et du bitcoin sale, quoi. ouais, c'est ça, en fait. Ils vont laisser le truc legit pendant quelques mois, histoire que ceux qui traquent comme nous les transactions Et voient ils vont rien. le hacker. Et, et après, une transaction sur 10, ça va être des transactions qui, eux, vont enfin, Oui, ajouter oui, leur ils fonds vont. sale dans les trucs. Sauf que c'est comme c'est eux qui sont derrière, bah, ils s'en foutent. On va leur dire quoi? Hey, quand même, vous pouvez pas ban le truc. Puis ça va être comme tout, ça va être comme les faux employés aux États-Unis. Ah bon, nous, des faux? Ah bon, bah, on n'a pas vu. Puis il faut faire Ouais, comme puis, d'habitude, en fait. ce que dit Tom est hyper juste et j'avoue j'avais pas pensé mais c'est vrai que enfin c'est hyper intéressant mais on pourrait aussi très bien très bien penser enfin considérer le fait aussi que aujourd'hui il y a de véritables mafias autour de la crypto où on connaît le Keke Park et tout ce qui est triangle justement le triangle du scam en Asie. Bon, il est très possible aussi que le Lazarus ait les moyens d'entrer en contact avec typologie de cette typologie de personnes et d'entités et après d'arriver très certainement à blanchir aussi les fonds, hein, clairement. En fait, c'est pas si compliqué quand tu vois des fois certaines exchanges. Alors, je sais plus si ça se fait encore aujourd'hui, mais moi, je me souviens qu'à l'époque, on avait des exchanges qui promotaient, par exemple, 100, 200 dollars de bénéfices pour 1000 euros de dépôt. Ben, moi, j'avais su que cette stratégie-là, par exemple, ça pouvait rapporter des millions en termes de dépôt à la semaine. Donc, s'ils font des stratégies comme ça, ils s'en foutent parce que derrière, ils ont des milliards à lessiver. Donc, c'est, en fait, le, le coût d'opportunité est tellement astronomique qu'il peut se permettre de faire des trucs complètement fous et passer sous des radars, mais des trucs de dingue en fait, c'est qu'ils ont des moyens colossaux. Donc je pense que même nous, avec tous les moyens techniques qu'on a pour les traquer, au bout d'un moment, sur 10 ans, on pourra pas quoi. Et ouais, moi, le point que je voulais ajouter sur la partie memcoin, j'ai l'impression que c'est pas si compliqué que ça aussi de blanchir de l'argent avec les memcoins. Il suffit juste euh, d'avoir, enfin, en gros, de créer à chaque fois un memcoin, mais limite d'avoir quelqu'un qui, tu te greffes un memcoin legit. Eux, ils mettent de l'argent et finalement, et ils ont d'autres, on va dire, partenaires qui vont mettre de l'argent propre là-dedans et cet argent propre va juste gonfler grâce au memcoin. C'est un moyen, je pense, de faire, de blanchir de l'argent assez facilement. Complètement. Ouais, après, C'est Ouais, ça, ça et ouais. puis ils dépend sont si très c'est forts en un. fait. Lazarus, ils sont très très forts dans la gestion des fonds, où ils gèrent bien le double caisse. C'est-à-dire qu'ils ont forcément des assets clean, c'est-à-dire des cryptos qui sont propres, qui viennent d'endroits propres, etc. Et c'est sûr qu'ils en ont pour pouvoir faire leur manipulation, enfin tous les escrocs en fait en ont, hein, ont toujours une caisse propre, une caisse sale.
Et Lazarus sont particulièrement bons pour pouvoir en fait réussir, donc amener les fonds sales vers les fonds propres et pouvoir l'utiliser, sans pouvoir retracer les caisses propres, c'est-à-dire les wallets propres, etc. Et c'est là Ouais. qu'on voit en fait tout le talent de blanchiment qui est quand même au-delà du professionnel, hein. Comme dit Jonathan, le terme c'est institutionnel. On n'est plus sur des acteurs professionnels, mais c'est un acteur institutionnel. Donc ils sont très 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 bons là-dedans et c'est quand même assez fou, quoi. Ça me fait penser d'ailleurs, dans la mafia traditionnelle, j'ai cru comprendre que les paris en ligne c'est quand même pas mal utilisé. Enfin, on pourrait très bien aussi les voir utiliser un polymarket pour à chaque fois dire ok, s'ils acceptent que le taux de blanchiment soit de 30%, d'accepter de perdre à chaque pari de l'argent, mais dans le but peut-être de le blanchir. Ça va être une possibilité aussi. Une polymarket ou même des casinos, casinos en ligne, tu Ouais, sais, des trucs. ouais. Non, mais franchement, les solutions, honnêtement, c'est pas ça qui manque. Et encore une fois, surtout pas pour des acteurs comme Lazarus, Dire, tu sais, quand ils viennent. faut pas dire les solutions. Non, mais bien sûr, mais clairement. Mais tu te doutes Tu bien vas quand donner ces une mecs. mauvaise idée. Ouais, Pardon, ouais, non, mais c'est pas le but, mais en fait, dire que voilà, malheureusement, aujourd'hui, il existe quand même des solutions dans le monde de la crypto pour blanchir ces fonds qui existent et que, enfin, ils sont quand même bien partis pour arriver et parvenir à leur fin, malheureusement. Oui, puis même des solutions, comme le disait aussi un peu Tom, qu'on connaît nous-mêmes même pas encore, si tu veux. Enfin, clairement, je pense Mhm. il faut pas avoir peur de se le dire non plus, hein. Est-ce que c'est pas fine au final? Je crois que c'est Jérémy de Good Morning Web3 avec qui j'ai discuté ce matin et qui me disait mais en fait les hacks sont de plus en plus gros. Est-ce que c'est pas ok si en fait ils arrivent à blanchir que 30% in fine quoi? Parce que 30% d'un milliard et demi, ça fait quand même toujours un gros pactole, tu vois. C'est un débat, hein. Enfin, franchement, là, non, mais, Non enfin, mais il y a c'est une très question juste, de hein. temps, il y a une question de pour eux l'attaque elle est C'est clair, hein. gratuite, gratuite au coût près du coût de la coordination, c'est un travail de longue haleine, etc. Mais après, s'ils arrivent à récupérer 400 millions ou 500 millions sur un milliard et demi, tu vois, bah finalement, est-ce que c'est pas ok, quoi. Mais bon, C'est là, très très juste. moi, Rémi, il attend son colis. j'extrapole, hein. Il attend son colis. Ouais, non, Euh, mais je pense, moi, je vous dis, en 2010, alors, il y avait MTGOX en 2014, je crois, ou 2015, ouais, février MTGOX. 2014. Et, ouais, c'est ça. Et à cette époque-là, il y avait déjà des faux exchanges pour lessiver les fonds volés. Ça existait déjà. Donc, il y avait des gars qui faisaient des exchanges, mais vu que la liquidité average sur tous les exchanges n'était pas énorme, parce qu'à l'époque, c'était vraiment, à l'époque, quoi, c'était pas très, très compliqué, quoi. Et puis, il y avait pas toute cette énergie pour hacker, quoi. C'est-à-dire que, en fait, il y avait tellement d'acteurs chelous à l'époque dans ces sphères-là que ces acteurs chelous n'avaient pas tiré une balle dans le pied et hacké leur propre solution de lessivage, donc leur propre solution de blanchiment. Donc, Ouais, et je puis, pense que sincèrement, c'est la solution de l'exchange, ça va être la solution qui vont compter. Ça me paraît simple. Enfin, en fait, c'est juste évident. Je pense que c'est la solution la moins coûteuse, la plus rentable et celle qui va le mieux marcher finalement. et puis, on peut très bien aussi penser qu'ils vont aller s'offrir des services, des services aussi, hein, pas forcément blanchir dans le sens purement aller retirer ça en monnaie sonnante et trébuchant, mais aller acheter des services, voilà, peut-être sur le dark web, alors encore une fois, voilà, mais enfin, échanger potentiellement, peut-être avec d'autres États, pour aller acheter, bah, on sait que finalement aussi quand même quelque part que le Lazarus a très largement, si ce n'est entièrement financé le programme nucléaire, nord-coréen. On pourrait très bien penser qu'ils vont aller acheter des armes, par exemple, avec ces cryptos. Je pense qu'il faut avoir, l'honnêteté de se le dire. Par exemple, je prends les armes parce que c'est ce qui me paraît là comme ça le plus évident, mais voilà, ils peuvent aussi aller transactionner purement et simplement, soit avec d'autres, éventuellement d'autres États, hein, clairement, soit voilà sur d'autres services tiers. Yes. Je vous propose de conclure, messieurs. Ouais, alors, un dernier fait aussi, fun fact, c'est que Bybit, ils ont mis en place un bounty programme de 140 millions, donc 10% de la somme volée, pour essayer de retrouver les fonds et donc incentiver donner des récompenses à qui pourrait les aider. Bon, je pense que ce hack, ça a quand même été un coup dur pour l'écosystème crypto, hein, que ça a fait quand même la crédibilité des exchanges, malheureusement. Après, ça ne peut que renforcer aussi la crédibilité des exchanges régulés. La question qui se pose, c'est que voilà, si est-ce que Bybit aurait pu être régulé, par exemple, aurait pu être Mika / PSAN en France, avec Mais franchement, alors l'AMF, c'est complètement différent, quoi, hein. On parle pas de MiCA, des réglementations, mais
Je sais pas, franchement, je sais pas si ça aurait changé quelque chose en fait. J'ai Peut-être que si toujours tu avais tendance à. un audit de l'ANSSI, peut-être qu'il aurait pu voir que les process de sécurité n'étaient pas à jour. Alors, si ce n'est que, est-ce qu'un exchange asiatique peut communiquer ses process de sécurité? Mais est-ce que l'ANSSI fait un audit de sécurité des échanges qui sont. C'est une bonne qui question, ça, sont- j'en sais rien du tout. Non, je pense pas. Je pense que la réglementation, en fait, je connais pas tous les points de la réglementation, mais elle montre qu'une société est compliant pour exercer en fait son activité sur le territoire. Mais je pense pas elle a des points de vigilance sur des notions de sécurité, de cybersécurité, mais plus de transparence et de process. Et je suis pas sûr en fait que être MICA par exemple, enfin je suis pas sûr qu'être PSAN pour parler un peu l'école et ensuite Hmm. MICA, ce soit un gage en fait de coup de pas être victime d'une attaque, quoi. Je suis pas Hmm. sûr que le MICA exige que tu aies enfin, un Chief Security Officer qui mette en place toutes les procédures. Tu vois, il n'y a pas de norme ISO de Hmm. cybersécurité qui est imposée à un acteur pour être MICAisé aujourd'hui. Ouais. Donc, Alors, moi, je m'avance peut-être, mais je crois pas que ça empêche d'être hacké parce que tu es non, ouais. réglementé. Rémi a 100% raison. Je veux dire, le risque zéro existe jamais, quoi qu'il arrive, dans tous les cas, quelles que soient les réglementations, tout ce qu'on veut mettre par-dessus, le risque zéro n'existe jamais. Encore une fois, à titre personnel, je suis loin d'être pro régulation, réglementation, tout ce que vous voulez. Il faut bien reconnaître, Amica, que mine de rien, ça force quand même à poser de sacrées contraintes cyber sur justement sur les boîtes qui veulent qui veulent se conformer à la réglementation. Donc ça a au moins le mérite, moi je trouve pour le coup, d'aller mettre un petit coup de pied aux fesses en disant là les gars par contre jusqu'à présent voilà, c'était proche de zéro en termes de sécu, bah là il va falloir mettre un sacré billet parce qu'il y a quand même tout un tas d'éléments à venir cocher. Après, comme vient de le dire Rémi, toute personne qui vous dirait que derrière vous êtes peinard, pas de soucis, etc. Fuyez parce que c'est absolument faux. Et on le voit, on aura beau mettre toutes les réglementations qu'on veut, on en revient un petit peu au début de cette conversation, mais on le voit que là on est purement dans du social engineering, on pourra faire ce qu'on veut, légiférer sur ce qu'on veut. Euh, Là on est dans une autre typologie de problème, hein. On va pas mettre un policier, je dis une bêtise, derrière chaque employé de sa boîte pour voir à qui il envoie des mails, qui il laisse rentrer dans les locaux ou pas. Donc Moi, voilà. ouais. Après, c'est comme toutes les nouvelles technologies, hein. On entend les journalistes qui sont toujours un plaisir de dire, alors pas toujours, pas tous les journalistes, attention, et on va m'en vouloir après, mais certains journalistes qui vont dire par exemple sur l'IA que c'est pas bien, machin truc, etc. Donc on est vraiment dans une nouvelle ère où les solutions encore fiables, on les connaît pas encore. Et enfin, moi je rejoins tout à fait Jonathan et Rémi là-dessus, c'est que à quoi bon réglementer un truc qu'on sait pas sécuriser. Donc Hmm. faut Et, juste être patient quoi. Je pense que c'est la meilleure solution quoi. et c'est une bonne parce que si tu me permets, Gary, mais je veux pas faire une promotion en particulier, mais on parle des échanges qui se font hacker, notamment Bybit, et on parle de cybersécurité, on parle de safe, on parle enfin, de tas de choses. Moi, j'ai juste envie de faire un petit message en fait aux particuliers, tu vois, qui vont nous écouter, qui doivent se poser des questions, mais en gros, tu vois, quand ils nous écoutent parler, on plaisante, on extrapole, on dit aussi des choses qui sont très vraies, se disent mais en gros c'est quoi, je peux pas faire confiance à mon échange. Une des preuves c'est que quand Bybit s'est fait hacker, tu as eu énormément en fait de retraits, on peut presque appeler ça un bank run. Donc pour le retail qui nous écoute, moi j'ai envie de dire, et puis Jonathan tu disais moi je suis pas pro régulation et moi je suis pro self custody, j'ai envie de dire ne laissez pas tout en fait dans un seul échange. Et je suis pas en train de dire C'est mettez tout clair. sur des hardware wallets, mais de toute façon je vais y venir, mais diversifier, c'est jamais 100% de vos fonds sur une même plateforme. Si vous diversifiez avec deux plateformes, mais s'il y en a une qui se fait hacker et que vous êtes bloqué, même s'ils ne sont pas volés, vous avez toujours les 50% qui restent. Et puis si vous voulez avoir trois plateformes, vous avez trois plateformes. Et puis après, je pousse un peu, je dis, mais prenez des hardware wallets. Donc il y a une courbe d'apprentissage, ça vient avec une certaine responsabilité, ça a ses propres risques. Hein, c'est pas parce que vous êtes un hardware wallet que vous n'allez pas perdre vos fonds, vous pouvez aussi faire des erreurs, vous pouvez être aussi vous-même amené à faire des signatures que vous voulez pas, mais on va dire un petit peu moins, parce que ça coûte quand même beaucoup plus cher de cibler un particulier.
parmi une masse plutôt qu'un échange et de passer le temps en fait à essayer de le pénétrer, etc. À part pour des tentatives de phishing. Donc diversifier les sources de stockage, utiliser des hardware wallets, jouer avec les deux, parce que les échanges c'est pas mauvais. Hein. Je veux dire, moi j'utilise des hardware wallets, des hot wallets, des échanges, c'est en fonction de vos besoins. Et ne blind signez pas, ne faites pas de signature aveugle, essayez de comprendre ce que vous faites en permanence, et si vous avez un doute, ne le faites pas. Et je pense que c'est important de rappeler ça, parce que in fine, cet échange, lui, sa peau, elle est sauvée quelque part. Les fonds des utilisateurs, cette fois, ils sont sauvés, mais derrière, ils sont en droit de se poser des questions, mais qu'est-ce qu'on fout en fait avec notre argent, et où est-ce qu'on le met, quoi, et comment on le gère de façon la plus sécurisée possible. Ouais, clairement, c'est une bonne piqûre de rappel. Yes, ce sera le mot de la fin. Merci, merci les gars. Merci Rémi, merci Tom, merci Jonathan. Merci Très Gary. Merci Merci. à vous trois les gars, et merci à toi Gary.